Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous sommes aujourd'hui près de 4 ans et demi après le premier acte des Gilets jaunes, le 17 novembre 2018. Alors 4 ans et demi plus tard, avec toutes ces années, tous ces événements qui sont passés, la crise sanitaire, les autres crises politiques, l'Ukraine évidemment, est-il possible, est-ce qu'on a mesuré, est-ce qu'on a pris le temps de mesurer toute la profondeur de ce mouvement, et puis est-ce qu'on peut lui rendre honneur en faisant un examen à peu près, non pas objectif, mais en tout cas un peu plus approfondi. C'est en tout cas ce que se propose de faire Yannick Jaffré avec son petit livre Pour l'honneur des Gilets jaunes. Je crois que c'est un livre auto-édité, c'est ça Yannick Jaffré ? Sur le site The Book Edition. D'accord, très bien. En tout cas, bonjour donc Yannick Jaffré, vous êtes professeur agrégé de philosophie et auteur de ce livre donc auto-édité Pour l'honneur des Gilets jaunes. Alors, vous revenez en fait d'abord sur ce qu'ont été les Gilets jaunes, qui ils étaient. Vous proposez d'écrire un portrait assez fidèle et une chose que peu de médias ont relevé et que vous proposez de relever, puisqu'on a beaucoup parlé de leur sociologie, mais vous leur accordez aussi une dimension identitaire très importante et pour vous finalement on peut dire que les Gilets jaunes ont été la dernière émanation en date de ce que vous appelez le peuple originel français en quelque sorte. Oui, de toute façon cette assertion n'est pas gratuite et elle est, si je puis dire, vérifiée par ses adversaires, c'est-à-dire que la grande peur du macronisme, de se souvenir du visage de Macron le soir du 10 décembre, quand il concède 10 milliards d'euros aux Gilets jaunes et qu'il revient, qu'il sursoit à la mesure qui a déclenché précisément cette rébellion française, c'était que c'était une rébellion précisément authentiquement française. Alors, il y avait des gauchistes dès le départ. Une simple sociologie du vêtement, du discours, de l'attitude permettait de le percevoir, mais avec ses Marseillaises, ses drapeaux, ce mouvement était un cri de Gaulois réfractaires, un cri qui va devenir articulé, puisqu'il y aura un certain nombre de prolongements politiques à ce qui, au départ, était une révolte antifiscale. C'est toujours l'étincelle qui met le feu aux poudres. Tocqueville nous l'apprend, les lois sur les successions, les questions fiscales sont précisément facteurs révolutionnaires. D'ailleurs, les États généraux en 1789 ne portent sur rien d'autre au départ. Mais ensuite, il y a une mue politique. Et effectivement, je crois que le pouvoir qui s'accommode très bien des meutes de banlieue ou de mouvements syndicalement corsetés a précisément pris la mesure de ce caractère français de souche, on peut le dire. Moi, j'y étais au départ, principalement cela. Et c'est ce qui, précisément, a fait la qualité tout à fait particulière, éminemment française de ce mouvement. Oui, et puis avec aussi beaucoup d'humour, beaucoup de folklore. Enfin, on sentait vraiment que voilà, c'est aussi l'esprit gaulois de parler de choses graves de manière légère finalement. Ah oui, ça a été magnifique. Que ce soit sur les ronds-points. Alors, nous à Lyon, on a pris un barrage, qu'est-ce que je veux dire, un péage. Et puis même sur les champs, quand la province y montait, il y a eu effectivement une atmosphère terriblement gauloise, qui a été perçue d'ailleurs dans le monde entier comme quelque chose de très 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 français. Et précisément, c'était une sorte de revanche de ce peuple raillé, vous savez, par la culture, l'esprit canal, comme on disait dans les années 80-90. Oui, avec les déchiens notamment. Les déchiens, notamment, qui ne servaient qu'à humilier précisément le petit peuple français de souche en faisant un salopard raciste auquel, par conséquent, il était possible de tout faire. Parce que si on est raciste, tout, et précisément, on a le droit d'être taillable, corvéable et méprisable à merci. J'ai oublié de préciser que donc vous avez suivi même ce mouvement de près, vous y êtes rendu à plusieurs reprises du côté de Lyon, c'est ça ? Alors, j'ai été, on va pas réécrire l'histoire, j'ai été absolument sidéré par le 17 et le 24, les premiers actes. Je n'ai pas vu du tout venir ce mouvement dans sa dimension historique, dont j'essaye de restituer précisément la magnitude dans le petit livre que je viens de faire paraître. Et puis ensuite, oui, Lyon. Je suis venu à Paris pour l'acte 5 au 15. J'y reviendrai pour l'acte 8 au 29 décembre. Et puis ensuite à Lyon, jusqu'à ce que le mouvement, parce qu'il faut
établir le tableau clinique, si je puis dire, avec la plus grande objectivité, se laissera pénétrer et corrompre par l'extrême gauche. Ça culminera au 16 mars avec la marche pour le climat, avec les lycéens qui servent à tout et surtout à n'importe quoi, avec des slogans du type « steak haché, planète gâchée ». Bon, là, j'ai quitté le cortège et je me suis dit que c'était définitivement achevé. Qu'on était passé à autre chose. Et oui. Alors, vous essayez de dresser aussi une analyse des revendications de ces Gilets jaunes, puisque, donc, vous l'avez dit, ça commence par une revendication sur la taxe carbone, et puis ensuite, évidemment, ça se politise avec notamment cette affaire de référendum d'initiative citoyenne, ce qui montre pour vous que, finalement, ces Gilets jaunes sont tout sauf purement anarchistes, on va dire. Ils ne veulent pas la suppression du pouvoir, mais vraiment rétablir finalement l'esprit originel de la Ve République. Et vous avez un concept pour le nommer que vous nommez l'anarcho-légitimisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler également ? Oui, alors anarchisme parce que les Gilets jaunes n'entendent pas, comme bon français, se laisser impressionner par les autorités constituées. Ils ne sont pas légalistes. D'où la violence aussi à certains moments du mouvement, une violence que je considère parfaitement légitime pour le coup, mais ils sont légitimistes au sens où ils ne sont pas, comme le disait Jacques Duclos dans un petit opuscule qui m'a été donné de lire, rédigé en juillet 1968, comment le gauchisme fait le jeu de la réaction anarchiste d'hier et d'aujourd'hui, où il s'en prend à l'amorphisme des gauchistes. C'est-à-dire le refus de toute forme, le refus de toute institution, le refus de toute verticalité. Et ça n'était absolument pas le cas des Gilets jaunes, qui précisément visaient la tête, alors la tête du monarque républicain, qui en l'occurrence est une tête à claque, parce qu'il requérait de lui qu'il accomplisse son mandat politique et historique, et qu'il cesse de les mépriser. Donc oui, ça peut sembler un oxymore, mais c'est un oxymore très français, c'est-à-dire égalité en bas, autorité en haut. Le problème étant que l'autorité en haut, précisément, trahissait l'égalité du bas. Donc, oui, les Gilets jaunes n'étaient pas des purs spontanéistes, n'étaient pas des gauchistes, somme toute. Voilà. En tout cas, les Gilets jaunes AOC, appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire ceux des 2 premiers mois. Bien sûr. Et vous expliquez aussi que alors là où leur mouvement a péché, il leur a manqué finalement, comme dans tous les mouvements révolutionnaires qui s'accomplissent, il y a d'abord une vigueur, une révolte populaire qui est accompagnée ensuite par une partie de la bourgeoisie qui, elle, a un esprit révolutionnaire. Et là, vous expliquez que justement, ils ont été en quelque sorte trahis ou en tout cas pas accompagnés par une partie de cette bourgeoisie, pour le coup, de droite comme de gauche. Alors, on doit à la vérité de dire que ce mouvement avait un côté acéphale, sans tête, givaro, coupeur de tête. Et que précisément, toute sa puissance tenait au fait qu'il refusait précisément ce relais bourgeois. Ça n'est pas uniquement un manque qui serait venu du côté précisément du corps élitaire, quand je dis bourgeois, c'est-à-dire cette capacité à investir les institutions, cette technique du pouvoir, qui effectivement est indispensable à l'aboutissement de tout mouvement révolutionnaire. Et en ce sens, les Gilets jaunes n'ont pas reçu sur les bourgeois, dont ils n'ont pas voulu, pour une part. Il faut être parfaitement honnête là-dessus. En revanche, ce qu'on aurait pu espérer et ce qu'on peut regretter, c'est que dans la classe politique, il n'y a eu personne. Alors, ils ont été tétanisés. Il faut se souvenir quand même de ça. Même oui, parce les syndicats. Aucun parti politique, aucun syndicat n'a pris la mesure du mouvement, c'est sûr. Non. En revanche, ils ont pris la mesure de l'effroi que le mouvement leur causait, parce que précisément, c'était indéchiffrable. Avec ce coup de génie tactique des ronds-points et des actes le samedi, qui ne se soldent pas par des pertes de salaire, ce n'était pas une grève. Effectivement, ça a désarçonné tous les corps intermédiaires. Alors, ce qu'on aurait pu espérer, c'est que le RIC, notamment le référendum d'initiative citoyenne, n'est pas le référendum d'initiative partagée qui n'aboutira jamais, parce qu'il y a trop de filtres par le Parlement, oui, c'est ça, le Congrès, en fait. Bon, on aurait pu espérer que certains se fassent les héros de cette revendication. Cette mue ne s'est pas opérée. Et effectivement, on a vu une sorte de choc frontal entre ce mouvement, donc acéphale, givaro, radical, égalitaire, et le pouvoir en place, qui, au passage,
lui a infligé une répression jamais vue depuis Jules Mock et les mineurs entre 47 et 48. Donc, bon, c'était un choc frontal. Il y a eu une victoire socio-économique au 10 décembre, je l'évoquais, mais effectivement, il n'y a pas eu de débouché politique au sens constitutionnel. Alors, je suis un peu sceptique sur les gilets jaunes constituants. Je ne pense pas que les gilets jaunes aient jamais eu la capacité de rédiger une nouvelle constitution. Ils n'est pas là pour ça. Mais en revanche, le RIC, lui, avec un quorum à définir, si c'est 1 million de signataires, c'est trop peu et il y aurait sans arrêt des référendums. Si c'est 15, c'est pas assez et il n'y en aura jamais. Était une revendication profondément gaulienne, je dirais suisso-gaulienne, je le dis dans le petit livre que vous me faites l'honneur de bien pouvoir commenter ce matin avec moi. Bien sûr, et justement, alors c'est aussi peut-être une faiblesse de ce mouvement d'avoir voulu tous les samedis comme ça manifester, puisque finalement, alors les premiers samedis, on a vu que ça a très très bien marché, et puis finalement, les samedis avançant, on a vu que le pouvoir avait de mieux en mieux la capacité de réprimer le mouvement, et puis de laisser pourrir en fait les manifestations par les Black Blocs et certains éléments d'extrême gauche qui donnaient une mauvaise image dans les médias. Donc, est-ce que c'était pas aussi un problème de ne pas avoir autre chose à proposer finalement que ces manifestations le samedi qui ont fini par être très, très facilement anticipées par le pouvoir, notamment à Paris? Alors là, pour le coup, je serais apologiste ou avocat des Gilets jaunes. C'est la répression policière et surtout judiciaire tout à fait considérable qui a conduit les Gilets jaunes AOC originels à déserter les samedis. Les chiffres sont ahurissants, 13 000 interpellations, 3 000 comparutions immédiates, probablement près de 1 000 mandats de dépôt. On a véritablement cassé les reins de ce mouvement et qui, effectivement, ensuite, s'est laissé investir par l'extrême gauche, présente dès le départ, mais qui se tenait à carreau dans les premières semaines. Donc, non, je crois que le fait de sortir de la logique de la grève syndicalement contrôlée était véritablement la force de ce mouvement. Mais ensuite, effectivement, il était condamné à gagner vite, c'est-à-dire, pourquoi pas, comme ça n'est pas passé loin d'ailleurs à l'acte 4, je crois, le 8 décembre, c'est-à-dire à prendre l'Élysée, où précisément a échoué dans son ambition constitutionnelle, profondément politique. Non, je crois que ce n'est pas la modalité tactique qui est en cause. C'est véritablement une répression sans précédent. Je fais le comparatif dans le livre, la comparaison avec les émeutes de 2005. Les suites judiciaires sont ridicules en 2005. Il n'y a pas un blessé du côté des émeutiers. On a laissé mettre le pays à feu et pour partie à 100, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu 3 Français qui sont morts, victimes collatérales de cette émeute ethno-religieuse. Il n'y a pas eu un blessé. Bon, chez les Gilets jaunes, c'est 30 éborgnés, 5 mains arrachées, 200 blessés graves, 3000 blessés. Bon, voilà. Donc là, je crois que c'est ce qui fixe la magnitude historique de ce mouvement. C'est la répression dont il a été l'objet. Bien sûr, et alors là, pour parler un petit peu d'avenir, puisque c'est aussi à ça que vous faites allusion dans votre livre, comment est-ce que vous voyez, est-ce que ce mouvement peut ressurgir? Alors on a vu les manifestations pour les retraites, le moins qu'on puisse dire, c'est que les manifestants n'étaient pas, en tout cas ne pouvaient pas s'assimiler à une résurgence des Gilets jaunes. Est-ce que c'est un mouvement qui est amené à avoir une profondeur historique encore à venir intéressante? Alors, Baroud d'honneur ou répétition générale, c'est le titre du dernier chapitre de Pour l'honneur des Gilets jaunes. Je ne pourrais pas apporter de réponse définitive, c'est la coiffe de Nostradamus, mais il est évident que le mouvement contre la réforme des retraites tranche en tout point sur les Gilets jaunes. Corset syndical, journée de grève, manif rituel, et puis finalement, une sorte de caractère presque inoffensif. Alors, les casserolades, elles, renouent, pour une part, avec l'esprit un peu frondeur, un peu anarchiste, pour le coup, des Gilets jaunes. Mais je n'y vois pas, pour le coup, une résurgence du mouvement originel. Y aura-t-il un rebond français?
Ça, c'est toute la question. J'ai tendance à penser que oui, parce que le mépris de classe et le mépris même, je dirais, ethnoculturel du pouvoir macroniste est tellement incandescent que il peut rallumer la mèche. Maintenant, bon, ça a laissé des traces tout de même, cette répression policière et judiciaire. Donc, nous verrons, mais en tout état de cause, il faudra sortir des corps intermédiaires. Alors, peut-être pour opérer une mue plus efficace qu'en 2018-2019, avec ce que j'appelle le relais bourgeois ou le relais élitaire, ça c'est à déterminer. La qualité d'ailleurs de la classe politique est aussi en cause. Y avait-il des figures capables de ramasser le tronçon du glaive déposé par les Gilets jaunes en terre? Effectivement, c'est une autre question et on sera heureux de suivre l'évolution, la potentielle résurgence de ce mouvement avec vous à l'avenir. Merci en tout cas beaucoup Yannick Jaffré. On rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie et donc auteur de ce petit livre pour l'honneur des Gilets jaunes en auto-édition à vous procurer sur le site thebookedition.com. Au revoir.